On va commencer. Donc, mesdames et messieurs, chers participants, chers partenaires, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce troisième webinaire co-organisé par la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie et l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du cycle de webinaires organisé par la Fondation avec l'ambition de créer un espace de dialogue autour des grands enjeux de la TLV et de son rôle dans le développement des sociétés africaines. Le thème de cette troisième édition est consacré à l'apprentissage tout au long de la vie et l'insertion des NEETs en Afrique, repenser les trajectoires d'émancipation, d'inclusion économique. La question des jeunes en situation de NEETs est aujourd'hui au cœur des préoccupations de nombreux pays. Elle renvoie aux défis que pose la réalisation effective du droit à l'éducation, à l'accès à une formation de qualité, à la transition vers un emploi décent et plus largement à la construction de parcours d'insertion favorisant l'autonomie et la participation des jeunes au développement de leur société. À travers ce webinaire, il s'agira de croiser les regards de spécialistes issus de domaines complémentaires afin d'enrichir la réflexion sur les réponses à apporter à cet enjeu majeur pour le continent africain. Pour nourrir ces échanges, nous avons l'honneur d'accueillir trois intervenants de très haut niveau. Nous recevrons tout d'abord le professeur Amadou Alimbaï, qui est un économiste de développement, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop et expert international en politique de développement. Il interviendra sur les dynamiques du phénomène des NEETs en Afrique et les mutations qui affectent les parcours des jeunes. Nous écouterons ensuite le professeur Abdelrahman Baba Moussa, qui est le secrétaire général de la Confémen. Son Confirmation. intervention portera sur la His contribution de presentation la will be DLV about à the contribution of lifelong l'émancipation, learning, au développement de empowerment, compétences and et à capacity l'inclusion des building, as jeunes. well as youth Enfin, Monsieur inclusion. And this will be followed by Mr. et environnemental du Royaume du Maroc partagera son analyse des politiques publiques, des mécanismes de gouvernance et des initiatives innovantes susceptibles de favoriser l'insertion durable des jeunes en Afrique. Avant de débuter, permettez-moi de rappeler quelques consignes pratiques. Nous vous invitons à maintenir vos micros fermés pendant les interventions. Vous pourrez adresser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Elles seront regroupées et traitées lors de la discussion générale. Nous avons aussi un formulaire qui sera partagé dans le chat et nous vous remercions de bien vouloir le compléter afin de rester informés des prochaines activités de la Fondation. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir officiellement ce troisième webinaire. J'ai le plaisir d'inviter Madame Isabelle Kempf, directrice de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, à prononcer son allocution d'ouverture. Madame la directrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, Medina. C'est un vrai plaisir d'être ici. J'aimerais bien dire donc bonjour à Monsieur Kaidjou, le président de la Fondation, à tous les chers collègues et partenaires qui sont avec nous, et voilà, et tous nos mesdames et messieurs, chers participants. J'aimerais bien d'abord donc remercier chaleureusement la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie, pour notre partenariat dans l'organisation de ce troisième webinaire. Cette collaboration reflète notre engagement commun à promouvoir des politiques d'apprentissage tout au long de la vie qui soient inclusives, résilientes et adaptées aussi aux réalités africaines. C'est donc avec une attention très particulière que le UAL prend part à cet échange consacré à une question importante pour l'avenir du continent. L'éducation est effectivement un droit humain fondamental et aussi un bien public qui doit pouvoir s'exercer tout au long de la vie. Dans un contexte où les transitions démographiques, numériques, économiques et environnementales redéfinissent les compétences nécessaires pour vivre, pour travailler et participer pleinement à la société, garantir ces droits devient plus essentiel que jamais.
C'est à la lumière de cette conviction que nous devons considérer la situation des jeunes en situation de net, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Ils constituent un groupe particulièrement vulnérable et doivent, à ce titre, rester au cœur de notre attention. Les données illustrent. Isabelle, votre micro. Pardon. Donc, je disais qu'en Afrique subsaharienne, près de 22% des jeunes étaient en situation de net en 2023. Mais cette moyenne régionale masque de fortes disparités de genre. Le taux atteint 27% de jeunes femmes contre 17% chez les jeunes hommes. Derrière ce chiffre, il y a des parcours interrompus, des aspirations freinées, mais aussi un risque réel d'exclusion durable lorsque les passerelles vers l'éducation, la formation et l'emploi ne sont pas suffisamment accessibles et connectées. Pour l'UAL, cette question doit être d'abord abordée sous l'angle des droits. Le droit à l'éducation ne s'arrête pas à la fin de la scolarité initiale. Et l'apprentissage tout au long de la vie ne doit pas rester un principe abstrait. Il doit devenir une réalité concrète pour celles et ceux qui, dans le parcours, ont été vraiment fragilisés ou même rendus invisibles. Cela suppose des réponses flexibles, inclusives et accessibles qui reconnaissent la diversité des différentes trajectoires, la valeur aussi des apprentissages formels, non formels et informels, ainsi que la nécessité de créer des véritables secondes chances. L'Afrique est aussi un espace d'innovation. Dans de nombreux pays, des initiatives montrent qu'il est possible de rapprocher l'éducation, la formation et l'emploi, les collectifs territoriaux et les communautés afin de construire des systèmes d'apprentissage plus ouverts, mieux ancrés dans les réalités locales et plus à même d'accompagner la transition des jeunes. Ces expériences enrichissent les réflexions internationales et démontrent que la solution la plus pertinente naît souvent dans des contextes locaux. À l'UAL, nous accompagnons cette dynamique en aidant les États membres à développer des politiques d'apprentissage tout au long de la vie, plus inclusives et mieux adaptées aux réalités contemporaines. Par exemple, nous soutenons les pays membres dans la mise en œuvre du cadre d'action de Marrakech. Et nous les aidons également à suivre le progrès accompli grâce au rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes, CRAIL, que le prochain sera publié en 2027. Et nous travaillons avec 425 membres du réseau mondial de l'UNESCO des villes apprenantes pour faire vivre l'apprentissage tout au long de la vie au niveau local. Et aussi, c'est très important pour nous, nous accompagnons 31 membres de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, GAL, et menons des initiatives visant à renforcer la reconnaissance, la validation et l'accréditation des acquis de l'apprentissage. À travers l'ensemble de ces actions, l'Institut contribue à construire des systèmes d'apprentissage plus cohérents, plus flexibles et plus équitables, capables de ne laisser personne de côté. Je souhaite que ces webinaires nous permettent non seulement de partager des analyses et des expériences, mais aussi de renforcer une conviction commune qu'aucune jeune ne doit pas être privé de son droit à apprendre, à développer ses compétences et à participer pleinement à la vie économique, sociale et de citoyenneté. Ensemble, nous pouvons contribuer à construire des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie qui ouvrent des perspectives à tous et toutes les jeunes, sans exception. Donc, je serai très contente de suivre cet échange et bonne continuation de ce webinaire. Merci, Martina. Merci beaucoup Isabelle pour cette intervention qui nous rappelle avec force que le droit à l'éducation est un droit fondamental et un bien public et que la TLV constitue un levier essentiel
pour bâtir des parcours plus inclusifs en veillant à ce que aucun jeune ne soit laissé de côté. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Monsieur Aziz Kachou, le président de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie, à prononcer son allocution d'ouverture. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, chère Madame Medina. Madame Isabelle Kempf, la directrice générale de l'Institut de l'UNESCO de l'apprentissage tout au long de la vie, chers participants, chers collègues. Je tiens tout d'abord à présenter mes sincères remerciements à l'UL et à l'UNESCO pour nous accompagner dans cette série de webinaires que nous organisons pour pouvoir adresser le sujet d'apprentissage tout au long de la vie sur plusieurs angles, sur plusieurs points de vue, afin de pouvoir maximiser le partage et maximiser la prise de conscience collective au niveau de notre continent de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie, mais également des solutions possibles et surtout comprendre le contexte africain et pouvoir profiter des expériences constatées au niveau de plusieurs pays, au niveau international, mais également au niveau africain. Je tiens également à remercier l'équipe des interprètes qui vont nous accompagner durant ce webinaire pour assurer la traduction en plusieurs langues afin que nos participants puissent être à l'aise en participant à ce webinaire, mais également au futur webinaire également. Je remercie nos trois intervenants d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Abdelrahman Baba, Monsieur Karim El-Mokri et également Monsieur Mbey. Je vous remercie sincèrement de votre acceptation et d'avoir préparé ce que vous allez partager avec l'ensemble des participants. Et j'espère que les participants réagiront également à travers ce webinaire à vos interventions pour pouvoir maximiser notre partage et également notre connaissance de ces sujets. Le sujet choisi pour ce webinaire, c'est le sujet des NEET. Comme vous le savez, cette catégorie de notre population, c'est généralement is generally the beating heart of the society as well. De la société, et c'est généralement, ça présente un nombre important, surtout dans notre continent. Comme nous le savons, nous sommes un continent, sur le plan démographique, nous sommes un continent jeune. Nous avons beaucoup de jeunes dans nos différents pays, d'une manière générale. Mais lorsqu'on prend les statistiques des NEET dans différents pays, les chiffres sont alarmants. Au Maroc, M. Mokri va certainement partager avec nous le contexte du Maroc et quelques chiffres, etc. Mais les jeunes de 15 ans à 24 ans au Maroc, ça représente à peu près 25% de la population. 25% sont des NEET. Et donc c'est des millions de personnes au niveau continental. Et c'est vu aujourd'hui comme étant problématique. Nous, au niveau de la Fondation africaine, nous souhaitons regarder ce sujet en fait en tant qu'opportunité, pas en tant que difficulté ni en tant que problème. Déjà, ça permet de changer le mindset pour voir le sujet d'une manière positive et de pouvoir essayer de profiter de cette catégorie de notre population et qui a encore foi dans le futur, qui a la croyance et l'ambition dans le futur, qui souhaite encore contribuer, participer à la construction de nos sociétés, qui souhaite également apporter toute l'innovation possible, qui souhaite également être une force active dans la production, dans l'innovation, dans la recherche, etc., etc. Les jeunes sont généralement la catégorie de la population et qui est généralement la plus déconnectée du passé, des problèmes du passé, mais qui est portée sur le futur. Et donc, c'est pour cela que nous souhaitons regarder ce sujet comme une opportunité. Deuxièmement, à travers les discussions, à travers les débats, nous souhaitons également voir jusqu'à quel degré tout le sujet de transformation des systèmes d'éducation auquel, au niveau mondial, la réflexion est en cours,
au niveau des Nations Unies, au niveau de l'UNESCO, au niveau de différentes instances internationales, des experts internationaux. Comme vous le savez, nos systèmes éducatifs, plus ou moins, ont atteint leurs limites en termes de possibilités, en termes d'offres, et ça devient de plus en plus très coûteux et ça pèse sur les budgets des États. Donc, la réflexion de la transformation des systèmes éducatifs aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité pour plusieurs sujets, et particulièrement pour le sujet des NEET, et surtout, comment pouvoir accompagner ces jeunes, comment pouvoir les mettre, les faire monter dans le train du développement de nos pays à travers plusieurs types de solutions possibles, des solutions qui pourront peut-être à un moment donné être les plus individualisées possibles, parce que parfois nous sommes confrontés à des situations on ne peut pas traiter la masse globalement, mais il faut adresser le sujet de manière dichotomisée et décortiquer le sujet pour trouver des solutions particulières, contextuelles, en termes de langue, en termes de culture, en termes de besoins, en termes de capacité, en termes de métier, en termes d'exercice, en termes d'accompagnement, etc. Donc c'est un sujet qui aujourd'hui, on va parler d'INIT, mais également c'est un sujet qui touche de manière indirecte le reste des composants de la société, que ce soit en termes de développement, en termes d'éducation, mais également en termes de croissance et de stabilité générale au niveau de nos sociétés. Et donc, pour clôturer cette introduction, je souhaite que ce webinaire apportera une pierre dans la réflexion collective autour des sujets des jeunes et des NEET particulièrement, pour pouvoir offrir à nos jeunes le maximum de possibilités, le maximum de rêves possibles et de les aider à les réaliser, parce que lorsqu'un jeune réalise un rêve, c'est une bonne partie de la société qui va en profiter. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que nous allons bien profiter de ce webinaire. À tout à l'heure. Madina, votre micro est coupé. Voilà. Madame Madina, à vous la parole. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre intervention et pour ces mots qui ont rappelé toute l'actualité et la portée du thème qui nous réunit aujourd'hui. Nous entrons maintenant à présent dans la séquence des communications et je passe la modération à ma collègue Sarah de la Fondation. Sarah, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madina, et un grand merci à Monsieur Reichou et à Madame Kef pour ces mots d'ouverture qui posent parfaitement le cadre de nos échanges de ce matin. Mesdames et messieurs, chers intervenants, chers participants, nous allons maintenant entrer dans le cœur de notre webinaire. Donc, pour l'éclairer, nous avons la chance d'accueillir 3 intervenants de grande qualité qui vont successivement theme throughout the presentations from the next 3 experts in order for us to understand better how NEETs are in Africa and to explore lifelong public, initiatives innovantes en la matière. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler que chaque intervention durera 20 minutes. Et alors, sans plus attendre, notre premier intervenant est Monsieur Ahmadou Alimbayi, un économiste senior du développement, dirigeant universitaire et expert en politique publique, fort de plus de 25 années d'expérience 25 years of en conseil auprès des gouvernements, d'institutions multilatérales, de groupes de réflexion internationaux et de direction d'établissements d'enseignement supérieur. Elle a notamment exercé les fonctions de recteur au président de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il a dirigé l'une des plus grandes universités publiques d'Afrique. À ce titre, il a renforcé la gouvernance institutionnelle, développé des formations de 2e et 3e cycle à forte orientation professionnelle, recruté et accompagné des founding member of the French Speaking African Network for Comparative Education, as well as working on many strategic partnerships with international universities, governments, and partners to development. Mr. Ahmadou is also dans les domaines de l'économie du développement, de la gouvernance, de l'emploi et de l'économie informelle, du changement climatique, de la transition énergétique, du financement international, du développement et des politiques commerciales. Elle est largement reconnue pour sa capacité à transformer des travaux de recherche empirique rigoureux
en recommandations opérationnelles et en solutions concrètes au service des politiques publiques et du développement. Il possède une vaste expérience dans l'enseignement universitaire au cycle supérieur, la formation de cadres dirigeants, le conseil en politique publique, ainsi que la direction de programmes académiques et de développement. Tout au long de sa carrière, il a démontré une aptitude remarquable à concevoir et piloter des programmes interdisciplinaires à vocation professionnelle, contribuant à promouvoir une croissance économique inclusive, le développement humain et une gouvernance efficace dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Cher professeur Mbaye, la parole est à vous pour nous éclairer sur le premier axe consacré au The floor is yours, sir, to tell us more on. Bonjour tout le monde. Je vais d'abord essayer de partager mon écran. Monsieur Mbaye, il y a un écho. Si vous pouvez juste régler le son, s'il vous plaît. Bon, alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Monsieur Bailly, on peut bien voir votre écran, mais il y a un écho dans votre son. Je vais essayer de mettre mon casque comme ça, j'espère que ça va passer. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, parfait. Merci. Parfait, d'accord. Alors, donc oui, je voudrais tout d'abord... Attends, je vais mettre ça en mode diaporama. Parfait. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir associé à ces réflexions très utiles et très actuelles dans le contexte du continent africain. Également, exprimer toute ma fierté de partager ce panel avec des experts très distingués, dont je connais certains très bien, comme le SG de la Confémen et bien d'autres. Et ensuite, dire que les quelques données que je vais partager avec vous proviennent d'une série d'enquêtes qu'on a menées un peu partout en Afrique sur la jeunesse, sur l'emploi et sur l'éducation. Et qui ont donné lieu à un certain nombre de publications en termes de livres et d'autres natures. Et je voudrais donc rendre justice aux autres membres de notre équipe en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, dans les pays du Sahel, et qui ont beaucoup contribué à compiler ces données et à en faire ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, il y a eu beaucoup de données, j'ai dû faire un choix et un focus sur un certain nombre de choses qui sont, à mon avis, plus en rapport avec le sujet. Mais c'est que je ne vois plus mon écran. Je me vois, je ne vois plus mon écran. Vous voyez toujours l'écran? Oui. Il est toujours visible, Monsieur Mbali. Ok, donc je vais arrêter et reprendre peut-être. Bon, c'est bizarre. Voilà. Ok. Donc, voilà l'outline que je vais suivre en essayant de respecter le temps. Je vais d'abord parler du concept NEET, qui est un indicateur très utile, mais qui a des limites certaines dans le contexte africain. Et je vais aussi parler du marché du travail en Afrique et de ses imperfections. Et je vais essayer de mettre le focus sur le système éducatif, la dualité entre le système éducatif formel et le système éducatif informel, et comment cela affecte l'entrepreneuriat, l'emploi et le sujet que nous discutons, les NEET. Et je vais finir par quelques options de politique économique. Alors, le NEET, je crois que c'est un indicateur très utile. Tout le monde sait comment on le mesure, mais je vais juste le rappeler. Il s'agit de voir les jeunes inactifs et les jeunes au chômage
Et leur nombre est rapporté ça à la tranche d'âge, c'est-à-dire les 15 et 24 ans. Donc c'est les jeunes qui ne sont pas dans l'éducation, c'est les jeunes qui ne sont pas dans la formation. Ok? Les jeunes chômeurs, inactifs, hors éducation et formation, hein, qu'on rapporte à la tranche d'âge. Alors c'est un indicateur beaucoup plus utile que les indicateurs usuels du travail, comme le taux de chômage. Le taux de chômage est très restrictif. Je vous donne un exemple. Si on vous demande le taux de chômage au Bénin, c'est que 2,3, le taux de chômage officiel. C'est-à-dire que 2,3. Mais tous ceux qui sont un peu familiers à l'environnement économique au Bénin ont une intuition très claire que le nombre de personnes en situation de vulnérabilité of people who are in vulnerability goes beyond that. Quand même, si on restreint le problème du chômage aux jeunes, le NIT on peut dire que pour chaque pourcentage de taux de chômage, il faut multiplier par 4 pour avoir le pourcentage de NIT. Vous voyez, le taux de chômage est 4 fois plus important que le taux de NIT pour la tranche d'âge concernée, les 15-24 ans. Donc le NIT donne un aperçu de la vulnérabilité plus précis que le taux de chômage. Mais il ne faut pas croire que le NIT reflète à la perfection la situation du marché du travail en Afrique. Par exemple, une faiblesse que le NIT partage avec le taux de chômage, mais c'est la question de la qualité de l'emploi. Le taux de chômage est limité dans le contexte africain parce qu'il ne compte pas le sous-emploi. Il y a 70% de sous-emploi au Bénin. Là, le taux de chômage parle de 2,3% de chômeurs, et on a 70% de taux de sous-emploi, parce que les gens ne voient pas la qualité des emplois. Il y a des emplois qui ne distinguent pas leurs détenteurs des pauvres, des gens qui n'ont pas d'emploi. Donc, si un emploi n'est pas décent, il y a beaucoup de critères permettant d'appréhender l'emploi décent, mais si un emploi est de mauvaise qualité, mais ça signifie que ça ne distingue pas significativement son détenteur de ceux qui n'ont pas d'emploi du tout. Alors, le NIT partage ce problème-là de la qualité des emplois avec le taux de chômage. OK? Alors, les inactifs en général, leur comptage, leur mesure pose problème en Afrique. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés et qui ne sont pas à la recherche d'emploi. Et il y a d'autres catégories sociales qui ne sont pas correctement comptées dans les statistiques du travail, comme la population active et inactive. Alors, un autre problème, c'est le problème lié à la dualité du système éducatif. Il y a beaucoup de jeunes dans le système éducatif africain qui ne sont pas dans les systèmes formels et qui ne sont pas donc correctement comptés. Vous voyez, je prends l'exemple des gens qui sont inscrits dans les écoles coraniques. C'est des écoles où les gens apprennent la religion. Ils n'apprennent pas le français, ils n'apprennent pas les mathématiques, ils n'apprennent pas les choses qu'on apprend dans les écoles. Et donc, il y a un problème de compatibilité dans les statistiques entre ces jeunes et les jeunes qui sont enrôlés dans les écoles formelles. Et ça aussi, ça pose des problèmes, mais je vais y revenir plus tard. Alors, rappelez juste quelques caractéristiques dominantes du marché du travail africain. Une très faible adéquation entre l'offre de travail et la demande de travail. L'offre de travail est tirée par les dynamiques démographiques qui sont exponentielles. Et la demande de travail est limitée par la faible base productive. Il y a très peu d'entreprises, d'institutions qui peuvent employer des gens, et ceci face à une offre de travail provenant des ménages et qui est énorme. Et la conséquence, c'est le chômage, bien sûr, mais pas que. Il y a le sous-emploi visible et le sous-emploi invisible. Et il y a aussi les emplois vulnérables. OK? Et la plupart des travailleurs africains sont dans ce cadre de figure, comme on va le montrer tout à l'heure. Mais il y a des catégories sociales qui sont plus affectées que les autres. Et ces catégories sociales sont les résidents des zones rurales, les jeunes et les femmes. Et aujourd'hui, on va mettre le focus sur les jeunes, mais également les femmes. Parce qu'il y a des acteurs qui sont à l'intersection de ces trois catégories. Il y a des résidents des zones rurales, qui sont des jeunes, et qui sont en même temps des femmes. Donc, ils sont à l'intersection de ces trois catégories qui polarisent toutes les vulnérabilités. Alors, les dynamiques démographiques. Ça, je vous donne juste l'exemple du Sénégal, mais on peut avoir des chiffres similaires ou des chiffres même plus marquants
Si par exemple je pense au Niger, où il y a les records en matière de croix démographique. Mais là, ce que j'essaie de montrer ici, c'est l'évolution du nombre de populations en âge de travailler, en valeur absolue. Et là, vous allez voir qu'en 1980, il y avait 60 000 jeunes qui rentraient sur le marché du travail annuellement. Dans les dernières années, ce chiffre a augmenté à 300 000. C'est une augmentation exponentielle. Vous voyez? Et puisque le temps est compté, je ne vais pas trop insister sur ça, mais il faut noter cette dynamique exponentielle de la population en âge de travail. Alors là, c'est les projections de World Population Prospect concernant les tendances démographiques internationales selon les régions. Et vous voyez que l'Afrique subsaharienne dépasse largement. La plus subsaharienne, c'est le jaune clair, hein, que ça fait à gauche. Vous voyez, c'est ce qu'on met ici. Et l'Afrique subsaharienne dépasse toutes les autres régions du monde. Et à l'horizon 2045-2100, on va avoir des croix démographiques négatives un peu partout à travers le monde, sauf en Afrique subsaharienne. D'accord? Alors, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire concernant l'offre de travail. La deuxième chose que je voulais dire maintenant, c'est la demande de travail. La base productive est très faible en Afrique, mais ici ajoute que les activités qui ont pignon sur rue, les activités productives les plus visibles, emploient très peu. Ce sont les activités qui sont intensives en capital et pas très peu en main-d'œuvre. Et là également, je vous donne les données du Sénégal. Ce que vous avez à gauche, c'est les exportations pour les activités intensives en capital. Et vous voyez que ces exportations, au fil du temps, augmentent. Et ce que vous avez à droite, c'est les exportations pour les activités intensives en main-d'œuvre. Et vous voyez que ces exportations diminuent. C'est très symptomatique de ce qui se passe dans la plupart des économies africaines. Les secteurs qui portent la croissance, c'est les mines, c'est la chimie, c'est les finances, ainsi de suite. C'est des secteurs qui emploient très peu. Donc, d'un côté, il y a une offre exponentielle. De l'autre côté, on a une demande extrêmement faible. Et la conséquence, c'est ce que je vous montre ici. C'est un développement je veux dire, important de l'informel. Sur le graphique, ce que vous voyez ici en rouge, c'est la part des gens qui sont enrôlés, qui ont une protection sociale. Parce que les économistes ne sont pas tout à fait d'accord sur la mesure de l'informel. Mais on est d'accord que les employés informels sont ceux qui ne bénéficient pas de protection sociale. Et vous voyez que sur les 9 millions de Sénégalais qui sont en âge de travailler, seuls les 4% ont une protection sociale dans le privé. Vous voyez, c'est ce que vous voyez en rouge. Vous voyez? Et en bleu, c'est le nombre de travailleurs. Et vous voyez que ils sont 300 000 sur 9 millions. Donc les gens qui ont une protection sociale, qui sont vraiment formels, ils constituent une infime minorité. Ça, c'est l'avant-dernier livre que nous avons sorti sur le cas du Cameroun. Et c'est disponible open access, et je pourrais vous partager ça après. Alors, si on regarde dans la plupart des villes africaines que nous avons couvertes dans nos données, la plupart des travailleurs répondent à ces proxys de l'informalité. Vous voyez, ça c'est la proportion des gens qui gagnent moins que le salaire minimum. Vous voyez, là, c'est les gens qui n'ont pas accès aux services sociaux, l'eau, l'électricité. Donc, c'est des entreprises, mais c'est ce qu'on appelle auto-entreprises, auto-entreprises, c'est des cas de self-employment. Et voilà, vous voyez, ils n'ont même pas accès au minimum de services. Je vais passer rapidement. Donc, quel que soit le critère qu'on prend en charge, qu'on considère, on voit que c'est des situations de vulnérabilité, c'est des situations de précarité. Et ici, vous me permettez de faire une pause pour dire que l'emploi informel comporte deux dimensions. D'abord, les employés, mais également les entreprises qui sont de petite taille. Par exemple, tout ce qui est auto-emploi, même si c'est des entreprises, c'est en temps des emplois informels. Donc, si on considère tout ça, on se rend compte que des situations de vulnérabilité émergent partout. Alors, maintenant, autre chose que je voudrais vous montrer, c'est l'effet sur la productivité. Et ça vous donne un peu une image de ce que c'est pour le développement de l'Afrique, pour le potentiel développement de l'Afrique. Alors, dans notre approche de l'informalité, et je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, on considère l'informalité comme un continuum. On considère différents niveaux d'informalité, et de 0 à 5, ce qui fait 6 niveaux d'informalité. Et vous voyez que
plus l'entreprise est formelle, plus sa productivité est élevée. Ici, le niveau de formalité 0, c'est les entreprises les plus informelles. Et vous voyez, le niveau de productivité est plus faible. Donc la productivité est corrélée à l'informel. Et ce qui nous amène à la question de la transformation structurelle. Parce que la littérature économique a montré que les pays se développent lorsque la main-d'œuvre se déplace vers les activités à faible productivité, des activités à faible productivité vers les activités à productivité plus élevée. Et si on regarde les données pour le continent africain, c'est pas ce qu'on voit. Ça, c'est également des choses qu'on a pu compiler et on voit très clairement que c'est pas les activités à très forte productivité qui attirent les travailleurs, mais les travailleurs sont concentrés dans des activités à faible productivité, comme l'agriculture, comme le commerce, et ainsi de suite. OK? Et ça pose des problèmes sérieux. Alors, maintenant, je voudrais, avec votre permission, vous présenter les données d'une enquête qu'on a réalisée. C'est une enquête séquentielle qu'on réalise depuis 2006 avec des données de panel. Et je voudrais remercier la Confemen parce que c'est leurs données qui nous ont permis d'avoir le baseline. Alors, on a pris un groupe de 1800 jeunes et qu'on essaie de retrouver au bout de chaque 7 ans, chaque intervalle de 7 ans, 10 ans, pour savoir ce qu'ils sont devenus depuis 2006. Et donc, ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses sur ces jeunes, leur famille, mais également leur groupe de comparaison, parce qu'on a fait ça. Alors, Monsieur Mbaye, Oui. excusez-moi, je me permets juste de vous rappeler que nous disposons encore de 5 minutes. Merci beaucoup. Mais c'est parfait. Je crois que ce sera suffisant pour vous passer mon message. Et après, rester à votre disposition pour... Alors, ce que j'ai essayé de vous montrer, parce que c'est des données qui sont très riches, permettent de faire beaucoup de choses. Mais ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de comparer les jeunes qui ont fréquenté l'école coranique, donc l'éducation informelle, et les jeunes qui ont fréquenté l'école française, l'éducation moderne. Et on s'est intéressé aux soft skills, aux compétences comportementales. D'accord? Dans le questionnaire, on a introduit 116 questions permettant de saisir les compétences comportementales, c'est-à-dire les compétences non cognitives. Et nous avons essayé de capter 5 traits de personnalité en nous basant sur les Big Five. Les Big Five, c'est des traits de personnalité qui impactent considérablement le succès professionnel des jeunes, mais également le succès social. Parce que l'éducation, ça, c'est pas seulement pour avoir un emploi, mais c'est pour faire beaucoup de choses, éviter les comportements dangereux, vous voyez, et mieux gérer sa santé, mieux impacter sa société. Les effets de l'éducation, vous le savez, je suis à l'UNESCO. Mais alors, les Big Five, vous le savez très bien, c'est des traits de personnalité qui permettent de mesurer ces compétences non cognitives. OK? Donc, on a essayé d'appliquer ces Big Five à nos enquêtes en comparant les jeunes qui ont fait l'école traditionnelle et l'école moderne. OK? Et là, c'est ce que je veux vous montrer ici. C'est les chiffres que je vous montre. Alors, d'abord, ce qu'on a vu, c'est que les jeunes qui ont fait l'école coranique avant d'aller à l'école moderne, ce qui se fait souvent, ont plus de chances de réussir à l'école moderne. OK? Et vous voyez que ceux qui ont par exemple fait 6 ans, ce que vous voyez tout à fait à droite, ont des performances plus élevées scolaires dans les écoles modernes. Mais alors, pour en revenir à nos Big Five, nos traits de personnalité, vous voyez ici les travailleurs informels, les travailleurs, formels, vous voyez, c'est ce que vous voyez tout à fait à gauche du graphique, mais ils sont beaucoup moins performants en termes de ces Big Five que les travailleurs de l'informel qui sont au milieu. Alors, à droite, il y a des travailleurs qui n'ont fait ni le formel ni l'informel. Mais vous voyez, donc en termes de soft skills, en termes de compétences non cognitives, les travailleurs de l'informel ont de meilleures performances concernant les Big Five. Et ça, c'est des indicateurs qui disent la même chose. Et toujours pour les Big Five, non, pour les compétences cognitives, on a considéré les life skills.
Mais également les mathématiques, les tests de mathématiques à l'oral, les tests de mathématiques à l'écrit et le texte de français écrit. Vous voyez? Et les gens qui ont fait moins de 2 ans d'école coranique avant d'entrer à l'école française, c'est ce que vous voyez tout à fait à gauche, ils sont beaucoup moins performants au niveau des tests cognitifs que les gens qui ont fait 3 ans et plus à l'école coranique avant l'école française. Vous voyez? Je vais essayer de sauter ça et, et je vais juste parler de maintenant qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie que les gens qui ont fait l'école traditionnelle s'en sortent mieux en termes de compétences comportementales que les autres. Mais parce que au niveau de la formation dans les écoles coraniques, mais les gens mettent l'accent plus sur l'éducation que sur les compétences cognitives. Vous voyez? Il y a une confrérie qui est très bien étudiée, c'est la confrérie des Mourites, mais ils développent une éthique de travail où les apprenants sont impliqués dans les activités professionnelles des marabouts dès le bas âge. C'est des écoles où l'État ne subventionne rien du tout, les parents ne donnent rien du tout, le modèle économique est basé sur les activités entrepreneuriales du marabout qui utilise ses étudiants, ses apprenants. Et c'est un modèle vertical qui est critiqué et qui est critiquable sur beaucoup d'aspects. Mais en termes de transmission de compétences non cognitives, ils font beaucoup mieux que le système français. Et la plupart des entrepreneurs africains, mais sont sortis de ce modèle. Les gens qui sortent des écoles, de l'école moderne, souvent sont des fonctionnaires, mais la plupart des entrepreneurs qui sont bien sûr informels sortent de système d'éducation. Et au Cameroun, c'est la même chose. Le modèle d'entrepreneuriat et de formation totalement informel et sur le tas des Bamileke répond également à ces caractéristiques. On a aussi étudié les Yoruba du Nigeria et c'est les mêmes modèles qui émergent, même s'il y a des nuances extrêmement importantes. Là, c'est des données qui montrent comment est-ce que les Bamileke contrôlent l'économie camerounaise et ça, c'est les données officielles du Cameroun. Alors, qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur les NEET, on a 2 leviers, l'emploi et l'éducation. Si on remet les NEET dans l'éducation ou la formation, ils sortent définitivement des NEET. Et les NEET, c'est aussi le résultat des énormes abandons scolaires. Nos systèmes éducatifs ont beaucoup de limites. L'accès est très important ces derniers temps avec les programmes qui ont été financés, mais les abandons sont énormes. Et la qualité de l'enseignement, il y a plus de 86% qui sont en situation de pauvreté d'apprentissage. Et ça, vous le savez très bien, je suis à l'UNESCO. Alors, il n'y a pas de système relais pour récupérer les gens qui ont été éjectés du système, alors qu'on aurait pu les récupérer et les former. Vous voyez? Ensuite, le système traditionnel et le système moderne, qui se développent en parallèle, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bridge. Je crois qu'on a besoin d'essayer de trouver des ponts entre eux et d'avoir des leçons qu'on peut tirer des 2 côtés. Parce que le système traditionnel n'est pas aussi la panacée, hein. Il y a énormément de problèmes dans le système traditionnel. Mais ce n'est pas ça le focus. Ok? Maintenant, au niveau de l'emploi, les gens mettent l'accent sur la question de la formalisation de l'informel. Ça ne marche pas parce que la formalisation se limite à l'enregistrement. On ne formalise pas les gens en les enregistrant simplement. Vous voyez, il y a des contraintes à l'environnement de l'entreprise et je crois que le focus doit être sur comment appuyer les activités informelles et à grandir et à se renforcer. Et c'est là où on peut faire le pont entre les politiques d'emploi et les politiques éducatives. Parce qu'au niveau des formations, mais il faut inciter sur les compétences comportementales, les compétences comportementales, les compétences entrepreneuriales. Et si on règle le problème de l'entrepreneuriat, on règle aussi indirectement le problème de l'emploi. Voilà donc ce que je voulais dire de façon ramassée. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu développer, mais je reste à votre disposition dans les discussions. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, professeur Mbaye, pour cette analyse rigoureuse du phénomène NEET
en Afrique. Vous nous avez montré que sa mesure se heurte à la dualité de nos systèmes éducatifs et économiques et que le déséquilibre structurel du marché de travail appelle des politiques éducatives et d'emploi repensées. Merci beaucoup. Donc, avant juste de passer à l'axe suivant, je vous invite, chers participants, à poser vos questions dans le chat. Nous passons maintenant au deuxième axe sur la TLV comme levier d'émancipation, d'autonomisation et d'inclusion des jeunites et des jeunites avec notre deuxième intervenant, M. Abdelrahman Baba Moussa, secrétaire général de la Confimen. Depuis 2018, il est professeur titulaire des universités en sciences de l'éducation à l'université d'Abomey-Calavi à Bénin. Elle a été de 1998 à 2007 maître de conférence à l'université de Cayenne, consultant formateur à l'Institut régional de développement social de Rouen, consultant associé à ETIS Conseil Cayenne en France, consultant expert pour l'OIF et l'UNESCO dans tout ce qui est régulation de la qualité de l'éducation, élaboration du cadre normatif sectoriel de l'éducation, reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience, etc. Il est président et membre fondateur du réseau francophone africain d'éducation comparée, RAFEC, et directeur de publication de la revue du RAFEC depuis 2017. Elle a présidé l'association francophone d'éducation comparée AFEC, dirigé la revue Éducation comparée entre 2009 à 2012. Elle est nommée secrétaire générale de la Confémen en 2019, après avoir été secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation au Bénin entre 2014 et 2018, directeur de cabinet du ministre en charge de l'emploi entre 2010 et 2014 et directeur de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes de 2009 à 2010. Elle est actuellement membre du conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, l'UIL, et du comité de rédaction de la revue internationale de l'éducation. Cher professeur Baba Moussa, nous vous écoutons. Cher professeur, nous vous écoutons pas. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et Voilà. mettre votre diapo en plein écran? Merci. Merci infiniment. J'espère que c'est bon pour le micro Parfait, et pour la diapo également. exactement. Alors, donc, merci infiniment. Je voudrais à mon tour remercier la Fédération africaine pour la préservation de la vie et l'UIL pour m'avoir associé personnellement, donc en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi mon institution, la Confémen, à ce troisième webinaire sur un sujet effectivement de très grande importance, puisqu'on sait aujourd'hui que la grande préoccupation des jeunes, c'est les questions d'insertion, de formation et d'emploi. Donc, sans trop tarder, pour nous permettre de gagner du temps, je voudrais rappeler que cette question de l'insertion des jeunes est une question qui est très ancienne, puisque de tout le temps, depuis Platon, on s'interroge sur la situation des jeunes, sur leurs valeurs. Et aujourd'hui encore, de nombreuses enquêtes sont menées auprès des jeunes pour essayer de identifier leurs besoins. Et cette question de la formation, de l'insertion apparaît toujours. Je voudrais dire également que dans nos sociétés africaines traditionnelles, c'est-à-dire avant les colonisations, c'était un problème qui était très marginal, puisque l'organisation sociale à travers les classes d'âge permettrait à chacun de trouver sa place avec une répartition des rôles et des tâches qui était assez claire et organisée. Je dirais même qu'en Europe, c'était aussi pas un grand problème, puisque pendant longtemps, les jeunes étaient automatiquement intégrés aux activités de la vie et c'est la répartition du travail intervenue avec la révolution industrielle qui a un peu accentué ce phénomène et fait des jeunes une classe un peu marginale. Alors, c'est également un problème lié, je pense, à l'offre éducative, puisque dans les sociétés africaines, il n'y avait pas d'école. La société elle-même était une école, et le fait d'avoir introduit l'école comme lieu privilégié d'apprentissage a créé une rupture
qui fait qu'aujourd'hui, l'offre éducative ne répond pas toujours aux besoins socio-culturels, économiques des pays, et fait qu'une bonne partie de la jeunesse se retrouve donc en dehors du système et ça crée ce phénomène donc des NEETs. Et l'éducation est très souvent enfermée dans la forme scolaire. Ce n'est pas moi qui le dis, plusieurs sociologues francophones ont évoqué cette question-là. Alors, je voudrais quand même m'appuyer sur une réflexion globale faite par Philippe Combs, qui est un ancien directeur de l'IPE et qui, dans les années 60, avait déjà exploré la crise mondiale de l'éducation et considérait que cette crise est due au fait que chaque pays n'arrive malheureusement pas à faire l'inventaire de toutes les opportunités qu'il y a pour les jeunes pour apprendre. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes qui ne sont pas pris en compte, puisque l'offre scolaire n'intègre pas à la fois l'éducation formelle de type scolaire, mais aussi les autres opportunités d'éducation non formelle, c'est-à-dire organisée en dehors de l'école, voire même de l'éducation informelle, puisque la société elle-même offre plusieurs opportunités d'apprendre qui ne sont pas souvent explorées. Donc pour nous, les questions, c'est de voir si l'offre, donc le développement des NIS n'est pas une conséquence de ces difficultés des États. Et donc, si c'est le cas, comment résoudre ce problème? Donc, c'est autour de cela que nous allons organiser notre conférence. D'abord, en faisant un état des systèmes éducatifs actuels, j'ai mis plusieurs systèmes éducatifs, mais j'ai mis en avant celui du Bénin, le schéma du Bénin, qui reflète bien la situation de l'ensemble de nos systèmes éducatifs. Le professeur recteur le présentait tout à l'heure. Nous avons des systèmes qui sont totalement organisés autour de l'école et de l'école, l'éducation formelle, avec des fortes entrées dans le primaire, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le système vers l'enseignement supérieur, une forte départition également, avec quelques structures que l'on peut voir sur les côtés qu'on appelle des structures alternatives qui permettent de récupérer tant bien que mal ceux qui sortent de ce système-là. Et la conséquence de cela, c'est qu'en fait, on a une éducation, comme le disait Guy Vincent, prisonnière de la forme scolaire et des savoirs fondamentaux, lire, écrire et compter, et qui ne met pas assez l'accent sur les autres types de savoirs et de compétences professionnelles. Et ceci dit, nous avons observé un peu les statistiques dans la plupart des rapports produits par la Confemène et on constate que beaucoup d'enfants entrent à l'école, comme on peut le voir ici sur le cas du Bénin, près de 140% de taux de scolarisation primaire et beaucoup d'enfants quittent également avant d'arriver en terminale. On a près de la moitié qui sont déjà partis lorsqu'on arrive en fin de sixième, troisième. Et en terminale, il y a à peine 20% qui restent. Et quand on observe le schéma que je présente, c'est celui du Bénin dans les années 2015. Mais quand on regarde les différents documents de l'Union africaine aujourd'hui, on se rend compte que la situation a très peu évolué et peu d'enfants, moins de 70%, achèvent le cycle primaire et à peine 30% arrivent au cycle secondaire, à la fin du cycle secondaire. Donc, l'école telle qu'elle est conçue ne permet pas d'accueillir vraiment toute la jeunesse. Et quand on regarde également l'efficacité interne, là, je cite les travaux du PASEC 2014-2019, on se rend compte que les enfants qui sortent en général à la fin du primaire, à la fin de la scolarité primaire, n'ont pas les acquis attendus. Beaucoup sont encore en deçà du seuil de compétences attendues. Par exemple, en 2019, on avait à peine 40% qui, en fin de scolarité, avaient les seuils attendus en matière de compétences. Donc, autant de jeunes qui quittent le système scolaire sans avoir les compétences attendues et qui vont agrandir donc le nombre de jeunes NEETs à travers l'Afrique. Et comme vous pouvez le voir, c'est une situation que l'on retrouve dans tous les pays. Une quinzaine de pays ont participé à l'évaluation PASEC 2019. Ce qu'on peut constater également lorsqu'on observe le système éducatif, c'est que parmi les causes de cet échec scolaire, il y a la question linguistique et que les élèves qui sont le plus souvent étudiés et évalués en français, qui n'est en général pas leur langue maternelle, n'ont pas de résultats intéressants. Et quand on observe le cas du Niger, par exemple, où les enfants sont évalués dans plusieurs langues,
les langues maternelles comme le Hausa et le Germain et le français, on se rend compte que ce soit en mathématiques ou dans les langues, c'est ceux qui sont évalués dans la langue maternelle qui ont des résultats importants. Donc, autant de choses qui font que, pour l'UL, je pense que c'est une question très importante, que l'éducation doit pouvoir aussi s'ouvrir à l'enseignement dans les langues africaines. Je regarde la situation de l'emploi, mais je crois que le professeur a bien décrit cela. Quand on regarde la situation des jeunes actifs, on se rend compte que par exemple, pour le Bénin, dans les années 2015, 60% de la population active n'a aucun niveau scolaire, donc non éduqué, et seuls 18% ont un niveau primaire, 16% un niveau secondaire et 3% seulement un niveau supérieur. Donc, c'est très important de le noter, et le professeur l'a dit également, que la grande partie des actifs également sont dans le secteur informel. Mais ne pas avoir de diplôme scolaire ne veut pas dire n'avoir aucune qualification. Le professeur l'a également montré à travers les écoles coraniques. Donc, les jeunes NITS ne sont pas forcément totalement hors du système. Ils sont pas, ils sont simplement pas dans les systèmes qui sont considérés comme conventionnels et qui disposent de statistiques. Alors, quand on fait l'état des lieux de la situation des jeunes NEETs, on se rend compte que c'est près de 70% des jeunes africains qui sont classés en 2025 et l'Afrique subsaharienne a également une part importante dans les chiffres. Et derrière les chiffres, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'apprentissage informel non validé ni certifié. Il y a beaucoup de compétences réelles, mais qui ne sont pas reconnues. Il y a un auto-emploi qui est très développé, puisqu'en général, de dire qu'on est chômeur, inactif, c'est rare en Afrique. On se débrouille toujours en faisant quelque chose et c'est l'emploi qui, en général, n'est pas valorisé parce que les compétences ne sont pas reconnues. Alors, comment réduire les NEETs? Et c'est à cela que nous allons arriver en faisant comment dire, la synthèse du diagnostic du système scolaire. C'est une école qui n'accueille pas tous et qui ne garantit pas le droit à l'éducation. C'est une école qui ne peut pas doter tout le monde des compétences attendues. C'est une école qui ne prépare pas assez l'insertion et le développement de la citoyenneté. Et c'est une école qui, en plus de tout cela, doit faire face aux nouveaux défis numériques, intelligence artificielle et autres. Donc, il y a nécessité aujourd'hui, face à l'insuffisance de l'école, d'agir en dehors de l'école. Et c'est pour cela que l'apprentissage tout au long de la vie devient une solution bien pertinente. Je dirais que l'apprentissage tout au long de la vie est la conséquence d'une évolution sémantique. On est passé d'une définition de l'éducation qui était l'apanage des enfants et l'apanage des adultes vers les enfants à une éducation aujourd'hui qui concerne tout le monde. Et l'objectif de développement 4, tel qu'il a été défini, intègre justement la prise en compte de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, il me semble que l'ODD4, dans sa formulation actuelle, revisite un peu les propositions faites par COMS en parlant de réseau d'apprentissage. Et donc, je ne vais pas aller dans les détails. On sait que l'apprentissage tout au long de la vie repose sur des piliers, notamment conférer de l'autonomie aux personnes dans l'apprentissage, et développer des compétences professionnelles, des compétences de vie pour leur permettre l'insertion et le vivre ensemble, et aussi développer en définitive une citoyenneté responsable. Donc, pour pouvoir réaliser l'apprentissage tout au long de la vie dans les pays africains, il est important donc de transformer l'éducation. Et c'est à cela que nous nous attelons dans nos travaux, d'abord en tant que chercheurs, mais aussi dans l'action que nous menons au niveau de la Confemène. L'apprentissage tout au long de la vie, le système qui doit être mis en place pour favoriser l'apprentissage tout au long de la vie, doit être un système qui prévient les ruptures éducatives dès le début, un système qui sait reconnaître les apprentissages formels et non formels, un système qui crée également des passerelles entre les différentes opportunités et des parcours disponibles, et un système qui permet de reconnaître autant les acquis formels et non formels. Un système enfin qui permet de connecter ou de reconnecter les jeunes aux compétences, à l'emploi à travers notamment l'entrepreneuriat. Je présente ici le cas du Bénin, où dans l'élaboration du plan sectoriel en cours jusqu'en 2030, nous avons essayé justement de mettre en place un système, une architecture éducative qui répond vraiment à cette volonté d'apprentissage tout au long de la vie.
C'est assez touffu, pas forcément facile à comprendre, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on est passé du système pyramidal à un système plus ouvert où, dès l'éducation de base, on a intégré à côté de l'école tous les, tous les apprentissages informels, tous les apprentissages pré-professionnels, toutes les alternatives éducatives qui sont destinées aux enfants out of school, of school. Et donc, ça fait que l'école, dès le départ, le système éducatif doit pouvoir accueillir tout le monde et doit pouvoir garder tout le monde jusqu'à la sortie du système en ayant, après l'éducation de base, plusieurs parcours, un parcours plutôt général de type scolaire, un parcours d'enseignement technique formel de type scolaire, mais aussi la prise en compte de tous les autres dispositifs existants avec un système de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience. C'est un système également qui est connecté à la vie active au secteur porteur d'emploi à travers les dispositifs d'accompagnement comme les agences nationales pour l'emploi, les fonds de promotion de l'entrepreneuriat et les projets pour les emplois jeunes. Donc, c'est ce système holistique qui devrait permettre justement de prendre en compte la grande partie des jeunes et de les accompagner progressivement et que chacun puisse construire son parcours en utilisant les différentes opportunités qui sont offertes. Et donc, je crois que le cas du Bénin a été aussi repris par plusieurs pays. Aujourd'hui, le système de Côte d'Ivoire est un système qui répond vraiment à cette logique de passer d'un système éducatif pyramidal à un système plus rectangulaire et qui permet de ne laisser personne de côté. Donc, ce que je pourrais dire pour conclure et permettre peut-être d'aller plus en détail dans les questions qui seront posées, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation non formelle doit être considérée aujourd'hui comme l'autre face du processus éducatif, non pas comme une alternative en cas d'échec, mais comme une opportunité dès le départ, et on l'a vu dès le départ avec les alternatives éducatives qui accueillent les enfants qui ont dépassé l'âge scolaire. Donc, c'est une offre unique avec plusieurs parcours et l'école doit rester comme une composante essentielle, mais des passerelles doivent être érigées entre l'école et les autres dispositifs. Deuxièmement, je crois que c'est un système qui doit donner une place importante à la formation technique et professionnelle parce qu'il n'y a pas de développement d'employabilité sans la prise en compte des formations professionnelles et techniques. Et comme l'a montré également le professeur, on apprend beaucoup dans le monde du travail, dans la vie courante en matière d'insertion professionnelle que dans le système scolaire trop centré sur les savoirs fondamentaux. Ensuite, il faut que le curriculum, ce qui est enseigné, soit acceptable, c'est-à-dire que ça puisse répondre à la diversité culturelle, à la prise en compte des savoirs endogènes, des langues d'enseignement et je voudrais terminer en disant qu'il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de solution que l'on transpose d'un pays à l'autre. Et notre rôle à la Confemène, c'est d'essayer de produire de plus en plus de données probantes sur la situation globale des NEETs. Et c'est en produisant des données fortes et fiables que l'on peut aussi agir en mettant en œuvre des actions pilotes de remédiation sur certains aspects. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à la Confemène désormais en ayant un regard particulier sur les alternatives bilingues. Et ensuite, nous devons accompagner la transformation des systèmes pour permettre à chaque pays de passer de ce système pyramidal centré sur la forme scolaire à un véritable système d'apprentissage tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il faut amener les pays à passer de l'obligation scolaire qui est très enfermée dans l'école au droit à l'apprentissage tout au long de la vie à travers des systèmes éducatifs plus holistiques. Donc voilà, de façon synthétique, ma contribution à ce débat et je reste attentif aux questions qui seront posées. Encore merci d'avoir associé la conférence. Merci beaucoup, cher professeur Baba Moussa, pour cette mise en perspective du phénomène NEET qui révèle avant tout les limites de nos systèmes éducatifs classiques. Vous nous avez montré que la TLV, loin d'être un simple rattrapage, doit devenir un véritable système de passerelle entre apprentissage formel, non formel et informel, porté bien évidemment par quatre piliers: apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être.
Merci beaucoup. Nous accueillons à présent notre troisième intervenant, Monsieur Karim El Mokri, expert permanent au Conseil économique, social et environnemental du Maroc, pour présenter les perspectives d'inclusion socio-économique des jeunes NEET. Monsieur Karim El Mokri est expert économiste titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Mohammed V de Rabat. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions dans le domaine des études au sein de la Banque centrale du Maroc ainsi qu'au Policy Center for the New South. Il occupe actuellement le poste d'expert permanent au sein du Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Ses travaux de recherche portent sur la politique industrielle, la transformation structurelle et la complexité économique, ainsi que sur les dynamiques du marché du travail, les effets économiques de l'autonomisation et de l'intelligence artificielle et les politiques monétaires et budgétaires. Elle a également contribué à de nombreuses publications dans ces différents domaines. Monsieur El Mokri, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à remercier les organisateurs d'avoir impliqué et invité le Conseil économique, social et environnemental pour discuter d'une thématique d'une importance capitale pour l'Afrique, qui est celle des jeunes NEET. Donc, je vais essayer de partager avec vous les constats et les principales conclusions de l'étude qu'avait faite le Conseil économique, social et environnemental sur les jeunes NEET, justement. Euh, cette, il s'agit en fait d'un sujet qui s'est imposé étant donné l'impact et l'ampleur du phénomène, surtout que c'est un indicateur d'exclusion de large frange de la population, la population jeune. Au Maroc, le taux de chômage des jeunes, comme vous pouvez le voir sur le graphique, très très élevé, que ce soit pour les 15-24 ans ou les 25-34 ans. Et lorsqu'on va un peu vers les NEET, le taux il varie entre 24 et 25%, bien qu'il est en tendance baissière ces dernières années, mais nous restons à des niveaux qui sont supérieurs à la moyenne des pays, par exemple, à revenus intermédiaires tranche supérieure et les pays avancés. Et le problème se pose avec acuité au Maroc parce que justement le Maroc connaît une transition démographique précoce, si on veut, euh, parce que quand il y a une décélération de son taux de croissance démographique, le taux de fécondité on est tombé en dessous de 2, donc même pas le taux de remplacement. Et ce qui fait la fenêtre démographique, la fenêtre d'opportunité que le Maroc pourrait exploiter, où le Maroc pourrait exploiter le potentiel de sa jeunesse, risque de se refermer à partir de 2040. Et donc, 2040, c'est demain. On n'a pas beaucoup de temps pour engager une nouvelle génération de politiques publiques qui vont permettre justement de maximiser le dividende démographique. Sinon, on risque d'avoir des répercussions négatives sur le plan social parce que qui dit exclusion des jeunes dit délinquance, frustration, manque de confiance, désespoir, criminalité, et tout ce qui peut en résulter. Euh, Ce qui rend la tâche difficile pour les politiques publiques lorsqu'ils veulent traiter la question des jeunes NEET, que ce soit au Maroc ou ailleurs, c'est le fait que son incidence n'est pas homogène et sa composition n'est pas homogène. Donc, au Maroc, par exemple, on a un taux de jeunes NEET avec une incidence plus élevée chez les femmes que chez les hommes, plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain. Il concerne davantage les personnes non diplômées. Mais lorsqu'on regarde un peu la structure, si vous voulez, de cette population NEET, on peut voir par exemple que nous avons 54%, ce sont des femmes rurales qui assument des responsabilités familiales, donc ils ne peuvent pas accéder au marché du travail, ou à l'éducation, ou à la formation, et aussi les jeunes NEET citadins découragés
dont on a parlé au début, qui sont à peu près 25%, et d'autres composantes, bien entendu. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a vraiment une hétérogénéité de cette population NEET, un facteur clé que les politiques publiques devraient prendre en considération. Le Conseil s'est arrêté un peu sur les facteurs sous-jacents. On a identifié certains. D'abord, il y a un facteur transverse au niveau macroéconomique qui peut causer la persistance du phénomène d'énite. C'est, par exemple, on a au Maroc une croissance qui est restée pendant plusieurs années, une croissance moyenne insuffisante, autour de 3,5% en moyenne. C'est loin de suffire pour absorber les 300 000 ou 400 000 nouveaux candidats qui entrent sur le marché du travail chaque année. On a encore une fois une diminution de l'intensité de la croissance en emploi et c'est dû c'est lié au processus de transformation structurelle de l'économie. La part des branches industrielles à forte intensité capitalistique est en train d'augmenter, alors que la part des branches industrielles à forte intensité en main-d'œuvre est en train de baisser. Et donc, ça fait que pour chaque point de croissance, on génère de moins en moins d'emplois. Il y a aussi le tissu entrepreneurial qui est fragile, puisque une bonne partie, sinon 88%, c'est des micro-entreprises fragiles, vulnérables, et par conséquent, on a aussi une vulnérabilité des emplois qui en dépendent. Et à tout moment, on peut virer vers le chômage, un chômage qui peut durer ou pas. Donc, il y a un certain nombre de facteurs transverses. Mais ce qui est aussi important, c'est de voir les facteurs qui sont liés aux individus, à leur parcours de vie, si vous voulez. On a identifié trois ruptures majeures qui peuvent constituer des accidents de parcours et à travers ces accidents, le jeune peut se retrouver dans le bassin des NEET. La première rupture, c'est le décrochage scolaire, ça a été dit tout à l'heure. Donc, au Maroc, des études ont été faites dans ce sens et un certain nombre de facteurs font que le décrochage scolaire persiste. On est autour de 280 000 à peu près chaque année. Il y a la barrière de la distance, surtout en milieu isolé, en milieu rural. Il y a aussi l'importance du déficit en matière d'offres de formation professionnelle dans certaines régions. Ça provoque un désintérêt des populations et des jeunes, surtout aussi en milieu rural, et une insuffisance au niveau des services d'orientation. Ça, c'est un facteur clé. Et ça se répercute sur la poursuite des études par la suite. Répétitif, fréquent. Et aussi le décrochage scolaire qui est dû à des circonstances familiales, surtout celles liées aux parents. L'incapacité des familles à financer des cours de soutien pour leurs enfants, ça crée une certaine probabilité d'abandon scolaire et le mariage précoce des jeunes filles en milieu rural, quoique la causalité ici elle est plus ou moins bidirectionnelle selon certaines données de l'ONDH, de l'Observatoire national du développement humain, et d'autres facteurs. Le deuxième, une fois que ces jeunes passent cette première phase de manière plus ou moins satisfaisante, ils peuvent se heurter à une deuxième rupture, c'est la plus importante, et celle du passage de l'école au marché du travail. Donc cette transition de décrocher son premier job. Et là, les facteurs sous-jacents sont nombreux aussi. Il y a la sous-qualification et le fameux problème d'inadéquation formation-emploi. Il y a aussi le faible recours des chômeurs aux agences d'intermédiation sur le marché du travail. Pour les femmes, cette discrimination de genre, encore une fois, parce qu'elles sont plus limitées en termes de mobilité géographique pour aller chercher des emplois dans des zones plus dynamiques sur le plan économique comparativement aux hommes. L'handicap, les maladies de longue durée, le découragement dû au chômage prolongé. Là aussi, on a un chômage de longue durée dont la part dépasse les 60%. Ça provoque un découragement et ils peuvent même se transiter vers la population inactive et le poids sociétal en matière de répartition des tâches domestiques au détriment des femmes qui passent en moyenne 7 à 8 fois
plus de temps pour les tâches domestiques ça leur permet pas de concilier la vie personnelle et professionnelle. Et parfois, ça les pousse, souvent, ça les pousse à quitter le marché du travail. Troisième rupture, elle n'est pas aussi importante en termes de volume, mais elle existe. C'est l'arrêt volontaire, c'est la transition entre deux emplois. C'est un arrêt de travail en quête de meilleures opportunités ou suite à une mauvaise expérience. En tout cas, c'est grosso modo, ce sont les trois grandes phases. Maintenant, est-ce que les politiques publiques ils sont pas restés les bras croisés. Il y a eu des efforts indéniables qui ont été déployés par les autorités publiques euh, pour justement essayer d'inclure cette jeunesse. Et il y a un certain nombre de stratégies et de politiques, parfois à caractère transverse, comme l'Initiative nationale du développement humain, d'autres qui sont plus à caractère sectoriel soit dans l'éducation, comme pour la lutte contre la déperdition scolaire, les écoles de la deuxième chance, les bourses. Euh, et il y a aussi, on peut dire aussi qu'il y a les politiques sectorielles, l'agriculture, l'industrie, le tourisme. Là aussi, à chaque fois, on retrouve des objectifs en termes de création d'emplois pour justement absorber les jeunes qui entrent sur le marché du travail et un certain nombre de programmes d'insertion, de promotion de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Euh, il y en a pas mal. Donc, certains sont plus pour l'insertion à travers le salariat, d'autres c'est l'insertion à travers l'auto-emploi, la création d'entreprises. Et la société civile, elle a été toujours impliquée. Bien sûr, on espère qu'elle sera impliquée davantage. Il y a des limites, mais elle a son mot à dire et un rôle important à jouer. Alors, malgré ces efforts, on a décelé un certain nombre d'insuffisances et de lacunes en matière de politique publique. D'abord, l'absence d'une politique, une stratégie intégrée pour les jeunistes au Maroc. Donc, on se limite à des programmes dispersés, fragmentés, ça impacte négativement l'efficacité et la capacité de coordination. Il y a aussi un autre élément, c'est la qualité insuffisante de l'enseignement et l'impact limité des réformes du système éducatif sur le phénomène de décrochage scolaire qui, malgré la baisse, reste important, des lacunes en matière d'orientation, de politique d'orientation scolaire. Il y a aussi le problème structurel des politiques de formation, donc l'adéquation formation-emploi. Là, et ça se répercute même au niveau de la formation professionnelle, puisque paradoxalement, les taux de chômage les plus élevés, selon le Haut Commissariat au plan, c'est parmi les lauréats de la formation professionnelle. Ça questionne justement l'efficacité de ces politiques publiques. Alors, actuellement, il y a ce qui est en cours, c'est les nouvelles cités des métiers et des compétences en matière de formation professionnelle. On espère que ça va redresser la situation. D'autres limites, c'est les capacités, les moyens insuffisants des entités chargées de l'accompagnement et de l'intermédiation pour l'insertion sur le marché de travail. Le ratio d'emploi ou chercheur d'emploi, euh, au Maroc, il est inférieur à ce qu'on rencontre un peu dans d'autres pays, des pays émergents comme la Turquie, le Vietnam, etc. Et on a aussi parfois des incohérences, ou plutôt une cohérence insuffisante en matière de politique publique. Par exemple, le fait que la plupart des programmes, ou la majorité des programmes se concentrent sur l'accompagnement pré-création d'entreprise, alors que l'accompagnement post-création pose problème. Il est en deçà des attentes. Et ça fait que beaucoup d'entreprises disparaissent au bout de 5 ans, et qui dit disparition d'entreprises dit chômage, et donc ça alimente les nids. Parfois aussi, on trouve une réglementation qui est contre-productive sur le plan, par exemple, le statut de l'auto-entrepreneur, c'était une bonne initiative, mais les limites réglementaires en termes de chiffre d'affaires, de capacité de recruter, et dernièrement, même sur le plan fiscal, certaines restrictions font que l'attrait de ce statut est de moins en moins important.
Bon, il y a pas mal d'autres éléments, notamment aussi le problème de la communication, parce lorsqu'on a écouté les jeunes au Conseil économique et social, ils ont souvent une faible connaissance des programmes publics qui visent à les accompagner dans leur insertion sur le marché du travail. Alors, on passe, si vous voulez, rapidement vers ce qui pourrait être des pistes de réflexion ou des recommandations euh, auxquelles on pourrait réfléchir en tant que pays africain. Bien sûr, chaque pays a ses spécificités, mais l'idéal, c'est d'avoir déjà une approche intégrée avec l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées, des responsabilités bien claires et qui doit être construite sur quatre piliers majeurs. D'abord, renforcer les capacités de repérage et de suivi de ces jeunes NEET. Il faut les repérer, savoir où ils sont, leur évolution, leur parcours de vie. Deuxièmement, une fois qu'on les a repérés, il faudrait aussi mettre en place des mesures préventives pour éviter que certaines catégories de jeunes vulnérables qui ne sont pas encore NEET, mais qui peuvent à tout moment devenir se retrouver dans une situation de NEET. Là aussi, c'est des actions préventives qui s'imposent. Troisième axe, c'est mettre en place un écosystème élargi pour accueillir les jeunes NEET. Donc, une fois qu'on les a identifiés, il faut bien les accueillir, les orienter, faire un profilage, un diagnostic de leur situation individuelle et enfin, les orienter vers des prestations d'insertion qui sont de qualité et avec une couverture géographique suffisante. Donc, sur le plan de la gouvernance, la réussite de cette approche intégrée devrait être basée sur le respect de certaines conditions, notamment l'implication, comme j'ai dit, de l'ensemble des parties prenantes, avec un portage de haut niveau, de mon chef du gouvernement, mais tout en intégrant, tout en impliquant tous les acteurs des secteurs impliqués, donc l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et aussi la société civile. Le dépassement des solutions d'insertion standardisées parce que ça ne marche pas, donc il faudrait customiser un peu les prestations d'insertion et de prise en charge de ces jeunes selon la situation de chacun et selon les spécificités aussi des régions pour une approche granulaire. Une stratégie qui doit être... Monsieur El Mokri, je m'excuse. oui. Il me reste à peu près à 4 minutes. Ok, je vais essayer. Donc alors je passe à d'autres axes, notamment on a dit qu'il faudrait le repérage de ces nids. Donc c'est là, le plus gros doit être mis sur le système d'information, un système d'information national et territorialisé pour repérer ces nids en croisant les bases de données des différentes institutions qui disposent de cette information. Et pour les jeunes nids qui ne sont pas dans ces bases de données ou pas suffisamment renseignés, il faudrait un travail de collecte sur le terrain, surtout les zones éloignées. À l'autre axe, on a dit les mesures préventives, et donc le Conseil a dressé un certain nombre de recommandations sur deux volets. Le premier, c'est de lutter, de pallier les effets du décrochage scolaire pour les jeunes qui sont encore en école, donc éviter l'exclusion par suite à des redoublements répétés, en renforçant les solutions de réhabilitation, de soutien, un soutien psychologique, des unités au niveau des écoles, améliorer les services d'orientation scolaire, surtout en milieu rural, et d'autres éléments. Deuxième composante, c'est les mesures qui visent à renforcer l'employabilité. Et donc, c'est l'adéquation, améliorer l'adéquation formation-emploi en développant de la formation en alternance, l'élaboration d'un référentiel national des métiers et des compétences pour mieux guider les programmes de formation et une implication accrue du secteur privé dans ce qu'on appelle la gestion des formations, la gestion déléguée. Ça a marché dans certaines branches industrielles et mettre en place aussi des dispositifs d'anticipation des besoins pour être toujours en cohérence avec ce qui est demandé au niveau du marché du travail. Le quatrième, l'avant-dernier axe, c'est mettre en place un écosystème élargi pour accueillir les NEET. Donc, l'INDH a déjà mis en place ce qu'on appelle les plateformes de jeunes
au niveau régional pour abriter, pour accueillir plutôt et orienter ces jeunes NEET. Il faudrait continuer sur cette lancée et les équiper et les renforcer leurs moyens, leurs ressources humaines et financières, digitaliser un peu le processus. Tout en maintenant bien sûr les points physiques et surtout une responsabilisation et une charte unifiée qui définit les rôles, les activités et des cahiers de charges à respecter si jamais c'est délégué à des associations en contrepartie d'un appui bien entendu pluriannuel sur le plan financier. Dernier axe, c'est améliorer une fois qu'on a reçu ces NEET au niveau des centres d'accueil et d'orientation, ils vont être orientés vers des prestations selon leur profil. Et donc là, il faudrait que ces prestations soient améliorées en termes de qualité, en termes de couverture géographique, que ce soit les larger areas, services provided by public agencies, but also to habilités à le faire. Et aussi, il faudrait essayer de renforcer un peu la formule des écoles de la deuxième chance pour justement recueillir ceux qui sont sortis de l'école et essayer de les réhabiliter, leur donner les skills nécessaires pour qu'ils réintègrent le marché du travail. Enfin, pour les femmes, ce dernier slide, donc je m'arrête, il faudrait franchement, il faut miser beaucoup sur cette composante qui constitue plus de 75% des NEET et soutenir l'intégration des femmes NEET dans les activités génératrices de revenus, surtout en milieu rural, dans le domaine aussi de l'économie sociale et solidaire via des dispositifs d'accompagnement adaptés, encourager l'accès à l'auto-emploi et à l'emploi salarié avec des incitations financières et accompagnement des femmes NEET porteurs de projets et des subventions temporaires aux entreprises qui recrutent des jeunes femmes NEET et mettre en place un plan national pour le développement de l'offre des crèches publiques parce que ça, c'est un handicap de taille lorsqu'elles ne trouvent pas de crèche pour les familles qui ont des enfants. Enfin, adopter des mesures au niveau du code du travail pour faciliter les modes de travail flexibles, télétravail, temps partiel, flexibilité des horaires, etc. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Karim, pour votre présentation précise. Vous avez rappelé l'ampleur du phénomène NEET et ses principaux facteurs. Donc, avant de dérouler la feuille de route du Conseil économique, social et environnemental, articulée autour d'une gouvernance unifiée, d'un système national de repérage et de suivi, d'un réseau territorial d'accueil et d'orientation et d'un renforcement des dispositifs de réinsertion avec une attention particulière portée aux jeunes femmes NEET. Merci encore une fois à nos chers intervenants pour la richesse et la complémentarité de ces regards. Je propose tout de suite que nous ouvrions maintenant la discussion. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions via le chat. Madina, je te rends la parole pour animer ce temps d'échange. Merci. Merci Sarah. Donc au niveau du chat, ce que nous avons comme message jusqu'à présent, nous avons une demande de mise à disposition des résultats de l'étude sur les écoles coraniques et c'est une demande de Madame Isabelle Kampf, la directrice de UAL. Ensuite, nous avons un constat de Madame Carole de Pamoja qui mentionne ici que l'ADA avait commandité de nombreuses études sur les modes d'éducation traditionnels expérimentés en Afrique, de même que les socles communs de compétences pouvant favoriser des passerelles entre les formes d'éducation en présence. Mais ces études n'ont pas été prises en compte dans la conception des programmes d'éducation. Il est important de trouver le modèle adéquat d'éducation holistique de l'Afrique. Merci aux différents panélistes pour avoir partagé leurs perspectives. Il est urgent de prendre en compte la situation des NEET pour éviter la radicalisation qu'on observe un peu partout en Afrique. Donc, c'est un constat de Madame Carole de Pamoja. Ensuite, nous avons deux questions de Monsieur Elarbi et je pense que cette question s'adresse aux trois intervenants. C'est de savoir comment percevez-vous le rôle de la société civile face au phénomène des NEET?
Et une deuxième question de Madame Carole qui est, est-ce que les indicateurs NIS sont-ils systématiquement pris en compte dans les données éducatives en Afrique? Donc, je vous laisse répondre à ces deux questions et je ne sais pas lequel de vous voudrait commencer, à savoir quel est le rôle de la société civile face au phénomène des NITS. On est assez flexible, intervenant. Oui, je peux en parler, hein. Alors, Monsieur Mbaye, il faudrait que vous mettiez votre micro parce qu'on a des échos. je remets mon casque alors. Voilà, c'est bon comme ça? C'est beaucoup mieux. Oui, c'est bon. Merci. Mhm. Très bien, oui. Alors, cette question est une question très sectorielle. Il faut dire que la société civile au Sénégal, en Afrique a une portée assez limitée du fait que ça met le focus sur les questions de gouvernance, les questions d'élection, les questions de démocratie. Les questions économiques sont marginales. Et même les questions de finances publiques, qui sont les mieux prises en charge par la société civile, ne le sont que marginalement. Leur agenda est plus orienté vers les élections, l'état de droit, les questions de gouvernance. Alors, je pense que l'autre volet de la société civile, les think tanks, qui devaient prendre en charge cette question, font face à d'autres types d'obstacles. Qui est think tank, qui n'est pas think tank en Afrique, c'est très difficile à discerner. Beaucoup de think tanks sont de fait affiliés au gouvernement, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas l'autonomie, l'indépendance nécessaire pour faire une analyse froide des politiques et les critiquer. Alors, les autres think tanks qui sont autonomes du gouvernement n'ont pas tellement accès aux ressources pour leur permettre d'avoir un agenda propre. Vous voyez, il y a beaucoup de contraintes. Ce n'est pas parce que la société civile ne veut pas, mais il faut voir que la plupart des ressources qui vont vers la société civile sont plus orientées vers les questions de la protection de la femme, la protection de l'enfance, l'état de droit, et ainsi de suite. Les questions purement économiques sont un peu marginales. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Merci. Merci, monsieur le professeur Mbaye, pour ce retour. Je donne la parole à monsieur Mokri. Oui, merci beaucoup. Donc, j'aimerais justement revenir sur cette question du rôle de la société civile. Euh, En fait, les programmes qui visent à insérer ou réinsérer les jeunes NEET, que ce soit au niveau de la scolarité ou du marché du travail, c'est vrai qu'il peut y avoir des programmes à travers des agences publiques et un réseau d'agences publiques, sauf que ce réseau, il a ses limites. Si on veut couvrir tout le territoire d'une manière assez granulaire, euh, ce serait difficile et très lent d'essayer de mobiliser le réseau public uniquement. Donc, c'est pour ça que le partenariat, on peut appeler ça un partenariat public tiers secteur, le partenariat avec la société civile, il est primordial parce qu'ils vont compléter un peu ces actions, à bénéficier d'une délégation de ces missions-là pour essayer de couvrir le maximum de jeunes leads sur le territoire d'un pays donné. Il y a aussi le fait que les jeunes leads, surtout les jeunes qui sont désespérés, découragés, parfois ils ont perdu confiance dans les institutions publiques. Et donc les associations, ils peuvent entrer en contact avec ces jeunes et ils sont plus à l'aise avec le personnel des associations et ces associations peuvent justement mobiliser ces jeunes et les orienter vers les prestations nécessaires. Maintenant, il faut bien que ce partenariat entre secteur public et société civile soit établi sur de bonnes bases. Ces associations ont souvent besoin d'un appui financier pour mener à bien leur mission, mais en contrepartie, il faudrait qu'ils respectent des cahiers de charges
bien définie en termes de qualité de rendu, une évaluation axée sur les résultats pour qu'on soit dans une approche win-win. Et finalement, ceux qui gagnent, ce sont ces jeunes qui seront repêchés de ce réservoir d'élite. Voilà. Merci, Monsieur Moukri. Est-ce que Monsieur Baba Moussa a une réponse par rapport à la société civile, Oui, le rôle? bien sûr, Merci. je ne peux qu'appuyer tout ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur, M. Mokri, parce que le rôle de la société civile est essentiel. Et j'ai moi-même fait une étude il y a quelques années déjà de cela pour montrer comment le mouvement associatif de jeunesse, dans son ensemble, contribuait fortement à l'accompagnement des jeunes, aussi bien pour les questions de formation, les questions de suivi scolaire pour améliorer leurs compétences, que pour l'insertion des jeunes et des femmes. Donc, le partenariat avec la société civile est essentiel. Pamoja était connecté avec nous. Le rôle de Pamoja aujourd'hui en Afrique sur ces questions est très important. Donc, je crois qu'il faut renforcer dans des conditions bien définies le partenariat entre l'État et la société civile. Je voudrais également profiter pour répondre sur la question des données. Effectivement, les politiques éducatives ne peuvent être efficientes que si elles reposent sur une connaissance réelle, objective et systématique des environnements. Or, dans plusieurs de nos pays, les politiques éducatives sont intuitives. C'est une idée d'un dirigeant qui sert souvent à poser des actes qui impactent la vie de plusieurs générations. Donc, nous, à la Confemel, nous basons essentiellement toutes les réformes éducatives sur la production de données probantes. Et notre programme d'analyse des systèmes éducatifs est justement totalement orienté dans ce sens-là. Donc, il est important que sur la situation des NEETs, on puisse mettre en place des dispositifs effectifs pour bien cerner la diversité de ce public, leurs besoins réels et sans faire de généralité, chaque pays doit pouvoir produire des données sur les NEETs. Et nous allons le faire, nous, dans le cadre d'une enquête pilote que nous commençons sur les alternatives éducatives, où nous avons déjà fait une étude pour faire l'état des lieux de la situation des enfants hors de l'école pour permettre de mettre en place des dispositifs de remédiation qui fonctionnent. Et on doit aller plus loin parce que ces données, ces études doivent permettre ensuite d'impacter le système éducatif et de prendre des décisions dans les plans sectoriels de l'éducation qui intègrent l'accompagnement des personnes en dehors de l'école. Donc voilà pour répondre aux deux questions qui ont été posées, notre contribution. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Baba Moussa. Je ne sais pas si les autres intervenants voudraient réagir sur les indicateurs. Sinon, nous passons à une dernière question qui est adressée à Monsieur Moukri. Si vous devez choisir une seule action prioritaire, quelle sera la toute première mesure concrète à mettre en œuvre dès demain pour briser cette défiance et redonner espoir à ces jeunes? Et comment allez-vous veiller à ce que cette excellente stratégie ne reste pas un document théorique de plus sans réelle traduction sur le terrain? Sorry, voilà la question plus ou moins. Donc, elle est adressée à Monsieur Moukri. Je pourrais la répéter. Si vous devez choisir qu'une C'est seule. bon, c'est Merci bon. beaucoup. Oui. Alors, merci beaucoup c'est une question légitime et que tout un chacun se pose d'ailleurs. Beaucoup de stratégies, beaucoup de politiques conçues, mais lorsqu'on arrive au résultat, c'est souvent en deçà des attentes. Et ça ne concerne pas uniquement les jeunes leads, ça vaut pour la plupart des problématiques économiques et sociales. Maintenant, si on peut, alors, le Conseil économique et social, c'est une institution consultative, donc elle donne son avis, ses recommandations, mais elle ne peut pas obliger l'exécutif à mettre en œuvre telle ou telle action. Donc, on essaie de contribuer selon nos missions constitutionnelles. Et
on trouve souvent, il faut le dire, on trouve une réceptivité en fait de ce que nous proposons. Maintenant, on ne part pas de zéro. Il y a des choses qui ont été faites et des choses qu'on pourrait améliorer. J'ai pas eu le temps de défiler toutes les recommandations, mais vous pouvez les retrouver au niveau du rapport. Mais pour revenir à votre question, si on devait choisir une seule action pour mettre fin ou résorber de manière significative le phénomène du NIT, c'est un, c'est une approche qui va aller en échec dès le début. Je vous le confirme parce que le phénomène d'élite, il est complexe et on ne peut pas le résoudre en choisissant le top 10 ou top 3 des actions. Il faudrait agir sur plein d'éléments en même temps pour espérer avoir un résultat. C'est comme si vous aviez une valise avec un code à 3 chiffres. Ce n'est pas parce que vous allez trouver le premier bon chiffre que la valise va s'ouvrir un tout petit peu et ainsi de suite. Non, il faudrait agir, trouver les 3 bons chiffres en même temps pour espérer déclencher l'impact escompté. Donc, il faut pas choisir, il faut agir de manière, c'est pour ça qu'on a dit, il faut une stratégie intégrée, agir en même temps sur tous les éléments, bien sûr dans les limites de ce que permet le budget. Et d'ailleurs, pardon, c'est pour ça que j'ai dit que l'État à lui seul ne peut pas y arriver. Il faudrait impliquer les autres acteurs, le secteur privé, le secteur associatif en même temps, avoir cette synergie pour pouvoir arriver à de bons résultats. Les solutions, on peut les retrouver partout. C'est juste une question de volonté et de travail en bonne synergie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Moukri. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Je rappelle seulement une demande aussi par rapport à la mise à disposition des résultats de l'étude sur les écoles coraniques. Et cette demande est adressée au professeur Mbaye. Et je pense que là, nous sommes au terme de nos discussions et de nos réponses. Et je donne la parole à ma collègue Sarah pour la clôture avec le président de la Fondation. Merci. Merci beaucoup, Madina. Merci à toutes et à tous pour la qualité de ces échanges. Je laisse sans plus tarder Monsieur Khaïchou pour conclure. Merci. Merci beaucoup euh, aux 3 brillants intervenants. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris ce matin et, et je pense que même ma vision des choses se complique encore. Comme l'a dit Sémopré et les autres intervenants, c'est un sujet qui est très complexe. Et donc, peut-être qu'avec nos collègues de l'UL, on va encore discuter entre nous. Et peut-être qu'on va essayer encore de décortiquer ce sujet sur plusieurs sous-axes afin de pouvoir l'adresser et de lier directement à la question d'apprentissage pour essayer de contribuer à la réflexion générale pour faire une tentative d'apporter des éclairages de solutions possibles. En tout cas, je tiens, au nom de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie et de l'Institut de l'UNESCO de l'apprentissage tout au long de la vie, UIL, à remercier nos 3 intervenants, à remercier l'ensemble des participantes et participants pour avoir suivi avec attention les différentes interventions et également aux différentes questions posées, ce qui témoigne de l'intérêt que nous avons pour le sujet. Et ça nous motive encore davantage pour nos prochains webinaires, pour pouvoir adresser encore d'autres sujets liés à l'apprentissage tout au long de la vie. Si vous permettez, j'ai juste une petite réflexion ou petite réaction, je peux dire, à la question de l'impact des écoles coraniques sur l'éducation d'une manière générale. Moi, je pense que c'est pas le terme coranique qui est important, d'accord, pour ne pas lier l'exercice d'apprentissage qui est dans ce genre de système éducatif
leur impact sur l'éducation de manière générale. C'est pas l'aspect religieux qui est important, mais c'est le processus d'apprentissage et le processus d'encadrement et d'accompagnement qui existe dans ce genre de structure. Et je pense que certainement, c'est également, ça existe dans d'autres environnements religieux de la même manière ou autrement. En tout cas, d'après certains travaux que j'ai eu l'occasion de faire au niveau du Conseil supérieur d'éducation du Maroc, en fait, nous avons constaté que depuis des années, depuis des siècles, que le processus d'apprentissage a été initié par nos ancêtres, par nos arrière grands-parents, parce que ils étaient convaincus, comme nous aujourd'hui, que la transmission générationnelle passe par des environnements structurés. Et donc, ils ont eu, donc là, ils ont élaboré cette conception de structure organisée pour pouvoir transmettre de la connaissance, des valeurs, des habitudes, et surtout, ils sont partis du principe que les jeunes doivent être toujours en mode d'acquisition et d'apprentissage pour les étapes complémentaires dans leur vie. Et donc, je tiens à le souligner parce que dans plusieurs conférences internationales, on fait ces raccourcis entre le Coran, l'islam et on l'associe en fait à des environnements classiques, traditionnels, avec l'éducation d'aujourd'hui, la modernité, l'ouverture, etc., etc. Moi, je pense que, si vous permettez, c'est pas l'aspect religieux qui est important, mais c'est la mécanique qui est utilisée. Et effectivement, je confirme ce qui a été dit par le premier intervenant, M. Mbey. Effectivement, au Maroc aussi, nous avons ces modèles. Et nous avons des écoles qui encadrent les jeunes, qui leur apprennent beaucoup de choses et surtout, ils leur apprennent des métiers. Moi, j'ai vu des jeunes qui sortent avec des métiers et qui ont pu mener des vies brillantes dans des activités professionnelles ou du commerce, etc. Et c'est ça ce qui est important. Et d'ailleurs, les systèmes éducatifs aujourd'hui, comme vous le savez, il y a plusieurs systèmes qui accompagnent les jeunes avant l'âge de 18 ans à apprendre des métiers. Nous, au Maroc, nous avons des centres de formation professionnelle qui sont liés avec l'éducation nationale, qui essayent d'encadrer un certain nombre de jeunes qui le souhaitent avant d'avoir le bac pour apprendre des métiers, et ça aide beaucoup de jeunes. Donc voilà, j'ai souhaité faire cette parenthèse pour avoir plus de liberté de réflexion au-delà de l'aspect religieux lui-même, et c'est de voir peut-être de rentrer dans le mode opérationnel, le mode de fonctionnement de ces structures, et pour voir ce qui est ce qu'on peut transposer ou ce qu'on peut également exploiter pour nos systèmes d'éducation et d'apprentissage d'aujourd'hui. Voilà. Donc, enfin, je réitère mes remerciements à l'ensemble de nos intervenants, des participants. Je remercie Madame Kempf, Madame Madina de nous accompagner toujours dans cet exercice. Je remercie l'équipe de la Fondation également pour leur mobilisation. Je remercie encore une autre fois nos chers interprètes qui nous accompagnent. Et donc, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui sera certainement le mois de septembre, et Inch'Allah. Et portez-vous bien et très bonne journée. C'est bon, ça va? Oui, c'est bon. Oui. Merci beaucoup à Merci tous beaucoup. et belle Merci à journée tous. aussi. Merci. Merci Au Madina, revoir. merci chers intervenants. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, à la prochaine. Au revoir.